but, c'est de trouver sa niche, c'est de trouver son angle d'attaque où ce que tu as une rétroaction positive du marché, puis tu peux bâtir là-dessus. C'est très pertinent. Puis il y a deux mots qui me viennent en tête qui résument ce que tu viens de dire. C'est constance, persistance. Est-ce que si je pense que le blockchain va vivre à un moment donné dans les business, puis je pense que oui, là. Puis, encore une fois, les exponentielles, on n'aurait pas pu savoir nécessairement que les outils de AI qu'on a accès aujourd'hui seraient prêts en 2022. Puis, à quel niveau que ça va avancer dans les prochaines années? Ça nous a un peu pris par surprise, mais on ne devrait pas être surpris. Allô tout le monde, Michael ici avec un autre épisode de Startup Talks et j'ai l'honneur d'avoir Jean-Gabriel Crevier de Le Chiffre, qui est une firme, il voudrait pas que je dise une firme de comptabilité parce qu'ils sont ça mais beaucoup plus, puis on va en apprendre un peu plus, mais Le Chiffre est surtout devenu un partenaire important pour l'Institut dans les derniers mois, puis j'ai bien hâte de développer ce partenariat-là pour aider nos startups, surtout des startups en SaaS, avec tout ce qui touche non seulement la comptabilité, mais euh, les aider à devenir plus performants en général. Donc, on va prendre le temps de vraiment explorer comment l'équipe de Jean-Gabriel réussit à faire ça, mais avant tout, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Mais merci de l'invitation. Puis je te dirais que l'intention puis la volonté est partagée en 2024 de vraiment collaborer puis de travailler ensemble. C'est un bon ami, un partenaire à nous, Guy Gauthier, qui m'a mis en contact avec Eric. Puis il m'a dit, vous avez le même vibe, vous devriez prendre le temps de vous rencontrer puis voir comment on peut travailler ensemble. Puis ça a commencé d'une manière un peu comme n'importe quelle relation, tu t'apprivoises au début, puis quand tu commences à avoir certains leads, puis après ça, tu partages le roadmap, puis vers où on veut s'en aller, et ainsi de suite. Puis je pense que vous avez vraiment commit à une stratégie pour 2024 and beyond, puis nous aussi. Puis je trouvais qu'il y avait plusieurs chapitres qui se rejoignaient là-dedans, puis je me suis dit que c'était la moindre des choses, ou en tout cas, ça méritait notre attention, puis ça méritait nos chevaux vapeur, notre moteur de travailler avec vous autres, puis here I am. Ouais, ben, c'est très bien dit. Puis le plus que j'apprends à te connaître, Jean-Gabriel, je me rends compte que c'est pas juste au niveau de nos organisations qu'il y a des ressemblances, mais nos intérêts. Puis on va en parler un peu plus lors de l'épisode. Mais tu sais, avant de se lancer là-dedans, dans les sujets très crunchés, commençons Ouais. par le basic. Euh, tu sais, euh, c'est quoi l'histoire de Le Chiffre? Puis comment est-ce que vous avez eu vos débuts? Pourquoi est-ce que vous avez émergé Ouais. puis avec cette stratégie-là, donc dans son... C'est une super bonne question, puis c'est drôle parce que c'est une histoire que je raconte à beaucoup de clients potentiels, partenaires potentiels, puis je suis content d'en parler aujourd'hui. À la fin de the end of the day, à la fin de la journée, c'est vraiment une histoire d'amitié qui a lancé le chiffre, mon partner, puis moi, Thomas Louis. On se connaît depuis l'école secondaire, puis secondaire 3 4 on se disait déjà qu'on allait se partir une business ensemble. Puis, au début, c'était du gear d'hockey. Après ça, ça a été un complexe d'hockey-ball. Puis après ça, ça a toujours été des trucs différents jusqu'à un point où que les deux, on s'apprêtait à graduer de l'école. Puis on s'est dit, OK, ben là c'est vrai, là, on se lance vraiment en business. Puis on a fait le tour de ce on pouvait faire. Puis finalement, à ce moment-là, je travaillais déjà chez GSoft. Je terminais mes études en comptabilité, lui aussi. Puis on s'est dit, hey, je pense que c'est pas mal le seul angle qu'on avait. Puis de mon côté, d'une manière seule, ou en tout cas d'une manière juste avec mes propres réflexions, ça bourdonnait, puis ça bouillonnait en dedans de moi, cette volonté-là de vouloir changer le portrait du comptable au Québec. Euh, Trois raisons principales. Premièrement, j'ai eu la chance d'avoir un père qui est comptable.
Fait que moi, à 3 ans, je ne savais pas de devenir astronaute, pompier ou gardien de but dans NHL. C'était d'être comptable. Fait que mon père me racontait qu'il faisait des budgets, puis j'étais comme « Oh my God, ça a l'air la chose la plus incroyable au monde. Euh, le seul, le bon côté de mon père, c'est qu'il a parti sa propre business. J'ai pu travailler avec lui. Mais c'est un gars que la seule raison pourquoi il y a un iPhone en ce moment, c'est parce que Vidéotron ne veut plus y envoyer de flip phone. Fait que vraiment réfractaire au changement, comme ça se peut pas. Des piles de papier dans son bureau, encore aujourd'hui, Donc, le quasiment au comptable plafond. traditionnel. Traditionnel. Tu sais, super nice, super agréable, mais anti-informatique, anti-changement. Fait que Tom est venu travailler avec moi je travaillais avec lui, et ainsi de suite, puis on a vu comme quoi que c'était ça la compétition. Fait qu'on s'est dit, hip là, quand on va commencer à rentrer des formules Excel, des macros, des outils intégrés, parce qu'on s'entend, le 2012-2013, le cloud accounting existait déjà. Ben, nous, on a sauté sur cette vague-là, puis on se dit, on va faire la même affaire que lui, mais on va juste rajouter ça on top. On va changer de paradigme, on va changer les capacités carrément de la business. Comme je t'ai dit, je travaillais déjà chez GSoft à l'époque. Puis, quand je suis rentré en 2010, c'était une business de services professionnels, c'était du dev shop. Puis, de fil en aiguille, les visionnaires qu'il y avait là-dedans, les entrepreneurs chevronnés qu'il y avait dans GSoft, ben, ils voulaient utiliser les problèmes et l'idéation qu'il y avait à l'intérieur de leur business pour faire le switch à du SaaS. Puis c'est là que j'ai été exposé à du SaaS, puis au pouvoir absolument exceptionnel du compounding effect, des revenus récurrents, puis aussi de you build it once, you sell it 100,000 times. Fait que tu sais, quand moi je suis rentré chez GSoft, la comptabilité puis la fonction finance, c'était inexistante. C'était la mère du président qui s'occupait de part-time, de faire les livres, et ainsi de suite. C'était pas le bordel, mais c'était pas non plus un outil décisionnel. C'était pas quelque chose qui venait ajouter de la valeur dans la business. Puis je me suis dit à l'époque, ben, si GSoft est un diamond in the rough qui aurait avantage à ce qu'on l'exploite, qu'on l'aide, qu'on l'améliore d'un certain sens. Il va y en avoir d'autres dans le futur. Imagine qu'il y a une firme, imagine qu'il y a une entreprise qui target ce genre de business-là, qui est en mesure d'unlocker des choses à travers sa croissance. Bien, ça va créer de la valeur de toute pièce, puis on va être en mesure de la capturer, puis de faire une business qui a du sens, puis que toutes les parties prenantes à l'intérieur de ça gagnent. J'ai aussi la chance de voir la réalité des Big Four, des plus gros cabinets à travers tout ça, qui était quand même assez hiérarchique, qui était quand même beaucoup dans le service consultatif, dans l'audit et ainsi de suite, très à l'opposé de deux choses. Premièrement, de la PME technologique. Moi, je trouvais pas que la PME technologique se retrouvait dans les Big Four, mais aussi la nouvelle génération de comptables, ma génération à moi, les millénarios, les snowflakes, c'était pas nécessairement un vibe qui était très lifestyle, qui était très agréable. Fait que là, quand on a tout mis ça ensemble, ben le chiffre est né. Fait que ça allait être un cabinet comptable, ça allait être vraiment quelque chose qui allait révolutionner, changer un peu l'approche autour de la comptabilité en utilisant la technologie pour battre mon père, si tu veux, en targetant les GSoft de ce monde parce qu'il allait avoir une opportunité, puis en donnant une alternative de carrière aux comptables puis aux entreprises technologiques différentes de celles des Big Four. Ça nous a pris quand même un certain temps d'en arriver où ce qu'on est. On est je pense que c'est notre 11e année cette année. Super. Puis j'imagine qu'avec ce focus-là, cette dédication à l'innovation, puis de faire autrement que la majorité des cabinets comptables. Encore une fois, peut-être que vous n'êtes même pas considéré un cabinet comptable rendu là. J'imagine que ça vous a apporté du succès. Vous êtes rendu combien en ce moment dans l'équipe? On est une 60aine de professionnels. Je ne serais pas surpris que d'ici la fin de l'année, on soit 70-80 dans ces eaux-là. Mais tu sais, c'est quelque chose qui s'est fait en étapes. On n'est pas la même version du chiffre qu'on l'était l'année passée, qu'on l'était il y a 2 ans, et ainsi de suite. Tu
sais, nous, notre volonté, c'est de desservir, c'est d'être le bras droit de l'entrepreneur moderne au Québec, principalement dans deux industries qui sont fortes. Puis là, vous allez voir le lien avec JSoft et avec mon expérience passée au niveau des entreprises technologiques puis au niveau des entreprises de services professionnels. Pourquoi? Ces deux-là sont très jus de cerveau, sont très économie du savoir, sont très aussi interdépendants. Il y a beaucoup d'entreprises de produits technologiques qui vont utiliser des services professionnels pour venir bonifier ce qu'ils ont besoin de faire. Mais pas juste ça, il y a beaucoup d'entreprises professionnelles, de services professionnels, qui essaient de packager ou de productify, excuse-moi pour le terme en anglais, leur approche, leur connaissance, leur valeur dans un produit, dans le but de passer de quoi qui est un peu moins scalable à quoi qui est extrêmement scalable. Euh, Puis, on a ajouté des cordes à notre arc à travers chacune des années qu'on a fait. Au début, on était plus de l'intégration de système puis de la tenue de livre. Après ça, on a rajouté des volets comme la paye. Après ça, on a rajouté des volets comme des intégrations plus poussées, du conseil, de l'accompagnement littéralement d'un directeur financier, de la subvention, du financement. Bref, ce qu'on veut être, c'est d'être l'arrêt ultime, encore là, je vais utiliser un anglicisme, le one-stop shop pour l'entrepreneur moderne, de l'incorporation de sa business jusqu'à son exit. Puis ça, on a été en mesure de faire plusieurs boucles avec des entrepreneurs qui sont venus nous voir à leur incorporation, puis qui sont sortis pour des dizaines de millions de dollars. Puis à chaque étape de croissance, ou à chaque étape, chaque milestone qu'on croisait, bien, on trouvait une manière d'être en avant de la vague, d'être disponible, d'avoir la capacité pour les aider. Mais c'est juste ça qu'on essaie en ce moment de boucler la boucle avec plus de monde, plus rapidement, plus intelligemment, puis avec un plus grand effet de levier. C'est fantastique. Puis je pense que l'entrepreneur moderne demande un genre de service comme ça qui va, quote-unquote, keep pace avec Ouais. leur vitesse d'agir et de pace de vie. Donc, félicitations, puis pour tout le succès. Moi, j'aimerais faire un pivot vers quelque chose d'un peu plus abstrait, puis j'imagine que tu as beaucoup d'idées là-dessus, mais je veux retourner aux bases. C'est quoi la Ouais. comptabilité fondamentalement? Puis peux-tu nous parler de ça d'une approche premier principe? Je sais que tu y penses beaucoup, mais est-ce que tu peux vulgariser pour l'audience, pour les Ouais. startups qui écoutent, c'est quoi la comptabilité pour toi? Parfait. C'est une passion pour moi, puis je vais essayer de le mettre à sa plus simple expression. Voyons ça comme trois temps de verbe. Quand je pense à la comptabilité, je pense aux informations financières, mais il y a toujours ces trois temps-là. Le plus classique, la chose que les gens ont été plus exposés, c'est le passé. Donc, pendant une période donnée, ben, tu es en mesure de déterminer ça a été quoi mes revenus, ça a été quoi mes dépenses, puis ça a été quoi mon profit pendant ce temps-là. C'est pas mal ça qui est typiquement bien maîtrisé puis qui est souvent vendu par le comptable. Fait que c'est littéralement déterminer les transactions, les échanges qui ont été faits, carrément les échanges d'une manière numérique là, avec des dollars pour déterminer deux choses. Un, les revenus, les dépenses, puis le profit ou la perte qui a été générée autour de ça. Mais pas juste ça. Qu'est-ce que l'entreprise détient et ou doit, puis qu'est-ce qui peut être attendu par ses actionnaires au net de tout ça. Fait que une photo passée de tout ce qui a été fait. Ça, c'est le côté classique, c'est le côté le plus facile aussi de la chose. Il y a un Ouais, deuxième volet qui est le présent. Le OK. présent, c'est important de savoir, ben, c'est quoi mon snapshot en note d'aujourd'hui de ben, combien je brûle aujourd'hui d'argent ou combien je génère du cash maintenant. Est-ce que, est-ce que si on liquidait de l'entreprise, il y aurait un excédent, il y aurait l'inverse, un morceau à être pallié par les actionnaires ou en tout cas les créanciers, est-ce qu'ils sont au bas de tout ça? Mais bref, d'avoir une photo, un peu une réalité en ce moment de ce qui se passe. Plus difficile pour la moyenne des comptables d'en arriver jusque-là parce qu'il faut être très proche de la donnée et trouver une manière aussi de simplifier comment d'avoir accès à tout ça.
Où ce que le fun embarque, à mon sens, c'est quand C'est le on futur. passe au futur. Yeah. Exactement. Parce que l'utilité, tu sais, l'utilité du passé, ben, ça va être utile pour le gouvernement, puis l'utilité du présent, ça va être utile pour le gouvernement, ça va être utile pour les boards, puis tout ça, parce que, bon, le gouvernement, on va être en mesure d'éteindre toute la conformité, puis les attentes de payer ta juste part d'impôts, de taxes, et ainsi de suite. Puis ça, c'est un peu un mal nécessaire dans notre cadre fiscal, puis c'est une des raisons pourquoi les comptables sont autant nécessaires, puis pourquoi que si on en prend un mauvais ou on n'en prend pas du tout, on pourrait rentrer dans le mur. Mais quand on parle à un entrepreneur, puis à quelqu'un qui veut bâtir de quoi, puis qui veut s'assurer de mener à bien son idée, sa business, c'est vers le futur qu'on doit se poser. Puis c'est très difficile de s'attaquer au futur si le présent et le passé sont pas en ordre. Fait que je vois ça vraiment comme un peu une étape puis un genre de scale-up. Mais pourquoi le futur étant important, c'est que, bon, quand tu bâtis une entreprise technologique, généralement, tu vas être en burn pendant un certain temps ou tu vas être en mode bootstrap, c'est-à-dire très limité en termes de ressources. Puis, il faut que tu planifies jusqu'à temps que ça va durer. Fait qu'il faut que tu calcules un peu ton runway. Fait que, là, encore là, ta durée de vie pour les fonds que tu as déjà montés. Puis si tu n'es pas encore rendu là, il faut que tu détermines c'est quoi ton bon montant à lever dans le but de te rendre où ce que tu veux te rendre, soit à ta prochaine ronde de financement ou à une capacité de carrément auto-gérer des fonds suffisants pour subvenir à ta croissance. Fait que pourquoi le futur est super important, c'est que il existe des millions de scénarios possibles, ben il faut que tu travailles ça. Il faut que tu t'amuses à faire soit de quoi d'optimiste, de quoi de réaliste, de quoi de pessimiste, de quoi entre là-dedans, pour trouver un peu des approches qui vont qui vont avoir du sens, qui vont mettre ta business dans la meilleure situation possible, tout en essayant d'optimiser l'allocation des ressources qui vont être faites dans chacun, puis le risque que tu prends dans tes affaires-là. Si tu vas balls to the walls, puis que tu te laisses aucune marge de manœuvre, puis qu'il faut que tout se passe bien pour que ta business fonctionne, tu vas être d'accord avec moi que tu es très fragile, right? Ouais. Versus peut-être prendre un scénario où ce que tu dis, hey, je vais être plus cautious, je vais me garder de quoi, mais là, tu vas être peut-être un petit peu plus robuste. Ou à l'inverse, tu dis, hey, je vais faire une allocation d'une manière plus spray and pray ou approche barbell pour te parler. Puis là, de faire comme, hey, du moment qu'il y a de quoi, il y a le spaghetti qui colle au mur, ben là, j'amène tout le cash que j'avais mis de côté, puis je double down sur ces affaires-là. Puis le suivi que tu vas avoir fait de tes SaaS metrics, puis de ton présent, puis de ton futur, va être en mesure de faire un peu un lien entre ces deux choses-là, de dire, hey, j'ai de l'attraction, ça fonctionne ici, j'utilise mes ressources financières pour faire un peu un effet Donc, de je te mets compounding. sur pause Fait là. Je te mets oui, sur pause parce qu'il y a comme du crunchy là, que je veux rentrer dedans. Ici, je veux faire un double click. yes sir, double Um, click. Tu es basically en train de dire que regarder le futur d'une entreprise, c'est vraiment d'explorer divers scénarios. Comment qu'on se- comment qu'on peut se positionner face aux multitudes de possibilités pour se donner le plus d'optionnalité possible. Puis ça serait le Bingo. scénario idéal qui serait l'antifragile. Tu sais, c'est une Ouais, chose d'être très défensif. C'est une chose de dire on va minimiser les dépenses, on va être très safe dans les prochaines années. Mais ce scénario-là ouais. a comme désavantage qu'elle ne prend pas avantage euh, des Des effets de scénarios, levier. c'est ça, des effets de levier, on va dire, asymétriques du futur. Robuste, Ouais. c'est bon, mais antifragile, c'est le meilleur. On est un peu défensif, on est un peu en mode exploration pour chercher de l'optionnalité asymétrique. Ouais, mais tu sais, une entreprise technologique, c'est ça. Tu sais, le but, c'est de trouver sa niche, c'est de trouver son angle d'attaque où ce que tu as une rétroaction positive du marché, puis tu peux bâtir là-dessus. Puis pour moi, de travailler, puis là, tu sais, je mets mon chapeau de comptable puis de financier, les projections financières, les scénarios, la discussion entre un financier puis le visionnaire ou le technologue dans l'organisation, c'est la meilleure chose possible pour essayer de bubble up ces affaires-là. Tu sais, il y a des gens qui c'est des
Puis là, on devance peut-être un sujet classique de c'est quoi les biggest mistakes qu'on peut faire, mais c'est peut-être le segue qu'on a besoin de faire. Euh, Moi, la manière que je vois les choses, c'est que au début, tu es dans une phase de pré-produit, puis d'après ça, de R&D, puis de développement de produits. Mais à la fin de la journée, là, ce que tu es en train de faire, c'est de packager 5, 6, 1 million de dollars dans quelque chose que plus tard, tu veux avoir une rente qui va être plus rentable que ce que tu as fait là-dessus. Fait que tu devrais toujours te poser la question, c'est quoi le minimum ou le juste assez que j'ai besoin de mettre en investissement initial pour aller chercher le plus gros upside financier down the road, puis comment je suis capable de réduire le cycle pour avoir une confirmation ou non que ça va fonctionner. Fait que là, Absolument. on fait un lien à un genre de lean startup et ainsi de suite. Fait que de shipper un MVP le plus possible puis de trouver le product market fit. Mais un des erreurs les plus classiques, c'est d'overspend au niveau 100%. du produit. Puis c'est de bâtir un transformer ou de quoi qui a comme pas de bon sens, qu'on aurait Out pu of savoir scope. juste avec le premier module, la première feature, que ça allait pas fonctionner. T'sais. Mais ça, Ouais. quand tu te fais des headbuts, puis tu fais des confrontations philosophiques dans des scénarios, et ainsi de suite, euh, c'est là que c'est important. Ça me ramène à l'histoire de Elon Musk. Il disait, ben, sur un des trucs de SpaceX, il disait, quelqu'un disait, ça va coûter 100 000 faire ça. Il dit, ben non, c'est une porte de garage, ça devrait coûter 5 000. Puis c'est comme, non, 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 non. Mais ils ont headbutt jusqu'à temps de se finir à Ouais. comme 7 000 ou 10 000 je me souviens plus le chiffre final. Absolument. Mais bref, les entrepreneurs tech devraient tout le temps faire ça, de dire, OK, ben, comment on est en mesure d'avoir la plus simple expression dans ce qu'on essaie de bâtir, puis d'avoir du feedback du marché le plus tôt possible. Fait que pour Ouais. moi, en allouant des ressources, puis en se challengeant sur ces affaires-là, on va être en mesure de le faire. Puis après ça, même quand tu es rendu avec une maturité d'entreprise qui est plus grande, la priorisation des nouvelles fonctionnalités puis le backlog devrait toujours avoir ça en tête. OK, si on développe ça, comment ça impacte nos métriques? Est-ce que ça va nous permettre d'aller chercher plus de clients? Est-ce que les clients vont payer plus cher pour ce qu'on va faire? Puis, est-ce qu'ils vont rester avec nous plus longtemps? Est-ce que c'est un move défensif aussi pour ne pas se faire voler de la clientèle grâce à ça? Mais on devrait toujours avoir ça en tête. Puis malheureusement, ce n'est pas un réflexe mettons, des entrepreneurs en tech, puis d'avoir quelqu'un qui est capable de ramener ça sur le forefront, puis de dire, hey, c'est important, je pense que ça fait comme un bon contrebalance, puis c'est ce que le chiffre essaie d'accomplir dans notre accompagnement de conseils autour des startups, puis notre approche un peu CFO fractionnelle. Non, mais c'est génial de le regarder comme ça parce que dans le fond, en tant que comptable, vous êtes vraiment dans un mode de comment optimalement allouer les ressources pour avoir le maximum d'effet. Puis, je te dis tout de suite, 99% des comptables sont pas dans ce mindset-là. Je pense que c'est justement à cause que vous travaillez avec des startups qui sont des bêtes Exact. antifragiles dans un certain sens. Puis Ouais. tu vois à quel point que dans un environnement où il y a un manque de ressources, puis il faut vraiment faire attention où tu mets chaque seconde de ta journée, chaque Yes. dollar, Mm-hmm. ça te Mm-hmm. force vraiment à penser qu'est-ce qui va me donner le plus de upside avec un capped downside. Juste une petite anecdote, Exact. on est Oui. j'aimerais juste, je pense qu'il y a un petit lag, là, faut prendre ça en compte, mais euh, on a des startups qui cognent à nos portes à tous les jours, puis tu créeras pas à quel point qui ont déjà, comme il y en a qui ont déjà bâti des produits pour des centaines de milliers de dollars, puis ils ont comme pas de clients. Puis ça me brise le cœur parce que tu sais tout de suite que Ouais. c'est tellement une position fragile. Tu regardes comme les options qu'ils Mm-hmm. ont, ça peut juste coûter plus cher. Puis ils ont pas Ouais. de possibilité de monétiser ça nécessairement dans le court terme. Puis il faut vraiment que les startups, les entrepreneurs évitent ces scénarios-là. Exact. Ben, tu sais, dans le meilleur des mondes, l'opportunité est déjà là. Il y a déjà des gens qui te proposent de le payer, tu sais, comme avant même que tu l'aies développé. Et puis ça, tu es dans le sweet Absolument. spot possible de la prise de risque et ainsi de suite. Puis, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça soit le seul driver d'entrepreneuriat puis de prendre du risque et ainsi de suite. Tu sais, il y a souvent des visionnaires qui voient déjà plusieurs étapes down the road. Mais moi, ce que je leur dis, c'est que
avant de thrive, il faut que tu survives. Fait que c'est bien beau 100%. de te voir déjà comme être ailleurs, mais si tu n'es pas capable de passer les premiers tours, puis tu n'es pas capable de faire les petites affaires, tu vas pogner le mur. Puis, mettons dans une conceptualisation plus large, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au chiffre. On essaie de changer la destinée de nos clients. Fait que si on se dit, on commence avec un client, puis il y a 50% de chances de pogner le mur puis de crash and burn, mais puis son upside, c'est une business qui vaut 10 millions de valeur d'entreprise, ben nous, ce qu'on aimerait se dire, puis vers quoi on travaille, c'est de dire, ben la chance qu'il pogne le champ, qu'il pogne le mur, est tombée de 50 à 25 ou 20 en travaillant Nice. avec nous parce qu'on est capable de travailler son allocation de budget, parce qu'il ne va pas faire des dépenses stupides, il ne va pas se monter comme. Il ne va pas avoir n'importe quoi. C'est comme toutes les choses qui pourraient mal tourner pour une business, bien ça, on met tout du red tape puis on le balise dans la direction de ce qui s'en va. Puis de l'autre bord, on est capable de travailler plein de choses avec lui. Son modèle d'affaires, son pricing, je sais pas moi, sa structure en capital et ainsi de suite. Puis son upside maintenant, il est rendu à 15 millions de valeur. Fait que tu dis, on a moins de chances que tu plantes, puis si tu réussis, puis tu vas réussir plus haut que ce que tu vas faire. Puis là, on parle I d'impôts love it. là-dedans, puis tout ça se rattache à pourquoi, à la base, on est parti d'un cabinet comptable. C'est que toutes ces expertises-là, puis toute cette notion-là du passé puis du présent, ça alloue notre potentiel d'être une firme de service conseil axée sur les chiffres, axée sur l'accompagnement puis la compréhension du contexte technologique. Puis, tu sais, quand on parlait de la bonne compréhension des 3 temps de la comptabilité, bien, on peut revenir aussi avec toute la gestion du fonds de roulement, la gestion de la structure en capital et ainsi de suite. Comment tu structures ta business? Si tu prends, mettons, tu vends des packages annuels ou tu n'en vends pas, ça va faire un impact sur ton cash flow. Ça va faire un impact aussi sur ta croissance. Puis ça, ben, tu es capable de le modéliser puis de montrer, hey, ta décision de vendre des packages annuels ou non, voici ce que ça fait sur notre besoin en cash. Puis, comme tu le sais, plus que tu as de cash en amont, ben, plus ça te permet de financer ta croissance qui finance ta prochaine croissance et ainsi de suite. Ben, c'est tant mieux pour toi. Mais ça, c'est plus difficile à saisir parce qu'on parle souvent de MRR puis d'ER et ainsi de suite, mais il y a le cash aussi derrière qui est important. Fait que c'est aussi, tu sais, je te parlais des 3 tenses, mais il y a aussi 3 concepts, de dire, ben, il y a le PNL, fait que les résultats, il y a Balance ton sheet. bilan, puis après ça, il y a ton cash flow qui est encore plus important parce que tu pourrais être profitable, tu pourrais être en croissance, tu pourrais être sexy. Mais t'as un l'os, cash crunch qui mais s'en si vient t'as pas dans un d'argent pour mois, payer. puis c'est ça. Exactement. Paf, tu pognes le mur. Mais ça, c'est nous autres, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est de te faire comprendre ça, travailler en amont les hypothèses puis les décisions que tu prends et ainsi de suite, comment ça va se traduire. Puis si jamais les choses se passent ou se passent pas, ben, tu es en mesure de réagir avec toi pour faire comme wow, OK, on n'a pas pu sortir à cet endroit-là, ben là, on recalcule, sort à la prochaine sortie, revient par ici et ainsi de suite. Ben, d'être littéralement, comme j'ai dit, des balises tantôt, un phare, pour pas que tu pognes de récifs et ainsi de suite, puis t'aider à naviguer à travers toutes les splendeurs et les misères de partir une business. C'est super bien dit. Puis si je reviens sur un point, j'adore le quote. Je vais le dire en anglais, if you can't survive, then you can't thrive. Quelque chose du genre. Peux-tu nous donner comme des tips? Je sais pas si tu as comme 3 golden rules pour survive en tant que startup. C'est quoi les leviers qui ont le plus d'effet sur le survival d'une startup défensivement? Puis ensuite, l'offensif, c'est plus facile parce que tous les entrepreneurs ont cette caractéristique-là, je pense. Exact. Tu sais, il faut avoir de à mon sens, il faut que les fondamentaux à la base fonctionnent. À moins que tu es dans un play complètement. Parce que tu sais, il y a 1000 façons de gagner, là. Il y en a peut-être même 1 million, là. Mais il faut juste que tu améliores tes chances en fonction de l'angle que tu prends. Puis c'est difficile de faire des règles qui vont être universelles et ainsi de suite. Mais ce qu'on veut, c'est, à la fin de la journée, c'est une traction. C'est une manière d'avoir du compounding qui va se faire. Fait que si, mettons, tu as
tu as une approche. Je vais donner Facebook comme exemple. Ça leur a pris une trolle de temps avant d'avoir du revenu. Pourquoi? Eux autres, c'était la course contre la montre pour être Ouais. euh, Numéro un réseau le réseau social. social. Exactement. Fait que c'était un land grab, eux autres qui ont fait, où on s'est dit, hey, on enlève toutes les frictions potentielles à de l'acquisition d'utilisateurs, puis on est juste partout. Puis parce qu'on est capable de montrer qu'on est viral, ben on est capable de lever du financement, puis ça fonctionne. Ça, c'est good. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attraction, et ainsi de suite. D'autres qui vont être beaucoup plus niches dans du B2B SaaS, ben, ça veut dire, ben, trouve tes premiers clients, trouve tes premières relations, puis bonifie là-dessus. Mais chase pas non plus 10 poissons en même temps. Parce que Absolument. tu vas dépenser 10% de ton énergie dans chacun sens des poissons, puis tu n'en finiras pas par en avoir un. Fait que de se poser vraiment la question stratégiquement, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis à qui on le dessert. Ça peut être de dire, comme, c'est quoi la game qu'on joue, c'est quoi notre terrain de jeu, puis comment on va gagner dans ce terrain de jeu-là. Mais de se poser cette question-là, puis d'être prêt à faire comme des changements si c'est nécessaire, mais à un moment donné, commit dans une direction, puis le faire. Parce que trop souvent, j'ai vu de l'opportunisme arriver. Ah, j'ai rencontré Lacoste Canada, ils veulent utiliser notre solution, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous vous bâtissez? Oh, un product-led growth, telle affaire. C'est comme, pourquoi tu prendrais Lacoste Canada comme C'est ça. client? Il y a un misfit. Whatever. Puis ils sont distraits par le fait que c'est comme le gros nom, puis tout. Puis but that's not what matters. Ce qui vaut vraiment quelque chose, c'est l'attraction avec tes clients initiales si tu as un bon product market fit. Exact. C'est ça. Exact. Okay. Le premier, ça serait de bâtir de quoi sans rechercher de l'attraction. Donc, tu devrais être constamment en train d'essayer de trouver de l'attraction. Ça peut être sur un modèle d'affaires, ça peut être sur des partnerships, ça peut être sur de l'acquisition de revenus ou d'utilisateurs ou même du financement, mais il faut comme que les choses bubble up et que tu sois en mesure de backer ce morceau-là. C'est le premier morceau. Deuxième morceau, c'est pas de commit à une approche, puis pas d'être focus, fait que d'être distrait puis d'être opportuniste là-dessus. Puis troisièmement, je te dirais que c'est mismanage tes ressources. Puis ça, quand je dis ressources, c'est ton temps puis ton cash. T'sais, ça va un peu en lien avec le deuxième, mais le deuxième, c'est comme la décision que tu fais. L'autre, c'est l'exécution avec des tactiques puis des trucs comme ça. Des fois, la stratégie est claire, mais il n'y a comme pas de respect dans le travail au jour le jour. Fait que je te dirais que c'est comme les trois plus gros morceaux. Non, c'est bien. Puis je reviens à ton exemple de Facebook parce que je pense qu'on peut plugger une anecdote, un exemple de comptabilité ou, de la fonction future que tu mentionnais au début. Facebook qui a priorisé la croissance avant tout pour générer des network effects, puis ensuite avoir une bonne défensibilité dans le marché et ensuite monétiser, c'était très stratégique de leur part. Puis pour y arriver, Facebook n'aurait pas pu avoir cette croissance-là sans convaincre des investisseurs à investir puis fueler la croissance. Puis pour convaincre des investisseurs de ça, il faut compter une histoire qui dit si on se rend à telle échelle, puis on gagne le marché, puis on a vraiment comme un monopole, quand on va engager des frais à nos clients, ben on va faire des milliards et non pas des millions single digit, right? So, il y a une histoire à raconter aux investisseurs, puis c'est avec des gens comme vous que, tu sais, des gens de chiffres, on va dire, de chiffres, qui peuvent compter ces histoires-là en termes de prévision financière. Exact. Puis tu sais, puis là, ça va rejoindre un autre concept qu'on se parlait off-record, mais tu sais, il existe moi je vais dire je vais encore utiliser le mot en anglais, des silent evidence. Pour un Facebook qui a réussi, il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui n'ont pas réussi. Tu sais. Fait il y a aussi cette compréhension-là que le SaaS en général, la technologie en général, c'est une approche qui est très winner takes all. Puis, des fois, tu as comme un dilemme de dire, veux-tu être roi d'une petite niche ou d'être un parmi de nombreux prétendants à un Christy de gros marché?
Fait qu'il y a aussi de comprendre ça, ces forces en présence-là, puis comment tu fais ta place dans le marché, puis comment tu te distingues là-dedans. Ça peut pas juste être avec un bon produit ou avec autre chose, il te faut une succession d'affaires. Euh, Puis souvent, c'est comme mieux de comme commencer petit, puis après ça, d'élargir puis d'approfondir, que nécessairement d'essayer pour le gros home run, puis que ça soit un strikeout pas mal assez assuré. Ceci étant dit, je respecte grandement les gens qui ont des visions puis qui sont game d'aller plus loin. Sauf qu'il faut juste être au courant que comme on est en train de bâtir un train, tu sais, un train wreck puis un train infernal, puis c'est vrai, Ouais. on vise le home run en ce moment. Ce qui est potentiellement dangereux. Mais si on essaie de bâtir une business, euh, j'aime l'idée de petit train va loin, j'aime l'idée de Absolument. bootstrap, j'aime l'idée encore là, on parlait d'optionnalité et ainsi de suite, mais des small bets, puis tu check qu'est-ce qui stick, puis après ça, tu double down sur ça, puis tu triple down, puis tu fais du 10x là-dessus. Ben, ça, pour moi, c'est une manière saine de bâtir les affaires, mais ça prend du temps. Puis la nature humaine n'aime pas ça quand ça prend du temps. On veut tout pour hier, puis pour Ouais. avant-hier, puis comme, let's go, c'est qu'on s'en va. La patience, Ou, ou c'est pas une mauvaise affaire parce que, ouais, excuse-moi, j'allais juste dire qu'il y a aussi l'aspect que la psychologie humaine ne comprend pas le compounding, les exponentiels. Puis souvent, même si la meilleure façon d'approcher ça, c'est start small and scale up, parce que 5 ans de triple digit growth, t'es rendu loin, là. Tu fais des dizaines de millions par année, puis ton évaluation est comme dans les centaines de millions, mais on underestimate le compound effect. Puis on overestimate notre je suis, habilité de dominer un gros marché. je suis entièrement d'accord avec toi. Puis ça, là, je pense que c'est Morgan Housel dans. C'est quoi? C'est le truc sur le money. Mais bref, il parlait de ça aussi pour les gens qui ne pensent pas à mettre des REER puis à vraiment faire des investissements puis que c'est le temps qui fait son effet. Mais c'est plus loin que ça. Non seulement tu es en mesure de bâtir ton SaaS puis d'accumuler les revenus récurrents par-dessus revenus récurrents par-dessus revenus récurrents, mais après ça, c'est à toutes les fois que tu roll out une innovation, une amélioration ou quoi que ce soit là-dedans, c'est que tu viens de l'ajouter à ton feu qui est déjà existant. Fait que Ouais. le fait d'avoir de quoi qui est déjà chaud, quand tu arrives avec une nouvelle bûche, qu'est-ce que tu penses que ça se fait? C'est que il y a encore plus de chaleur qui est générée de tout ça. Fait que, pour revenir à ce que je disais initialement, partez un feu. T'sais, partez un feu, Partir un feu. nourrissez-le de le, le type de choses que vous voulez voir dans votre business. T'sais, je suis pas en train de dire de jouer le même play que les autres. Partez un play qui va vous motiver. Puis la plus grosse, tu sais, souvent on pense que l'éloquence d'un entrepreneur ou les connexions qu'il y a et ainsi de suite, c'est ça qui va faire la réussite ou non de sa business. Plus le temps avance, plus je me rends Ouais. compte que c'est l'endurance, le stamina qui va faire une grosse différence. Si tu es en mesure de Ouais. te lever à chaque matin puis d'être Ouais. capable de rendre ta business 1% meilleur comme que la veille, à la Ouais. fin de l'année, tu vas capoter. Tu sais, on a de la misère à comprendre le compounding effect sur des placements ou sur une business, mais nos efforts aussi. Tu sais, Absolument. on surestime ce qu'on est capable de faire dans une journée, on sous-estime ce qu'on est capable de faire dans une année. Ouais. Puis à la fin de la journée, c'est réfléchir à un bon plan, commit au plan, révise-le de manière trimestrielle ou quand il y a des changements matériels, mais comme faut qu'il y ait une jonction d'une stratégie qui est assumée, d'une bonne planification, puis après ça, d'une exécution qui est alignée. Puis généralement, comme tu vas finir dans un endroit avec assez de learnings, assez de compréhension pour que le jeu en vaille la chandelle. Ouais. Ça On me fait sort un peu du penser. contexte comptable et financier, on est plus dans l'entrepreneuriat en tant que tel, mais je pense que Ouais. c'est quelque chose qui s'applique à pas mal toutes les incubés Je trouve que c'est pertinent quand chez vous. même. Puis d'avoir ta perspective un peu de l'autre côté de la table, même si vous êtes aussi entrepreneur, là, mais c'est très Ouais, pertinent. Puis il y a deux mots qui me viennent en tête qui résument ce que tu viens de dire, c'est constance, persistance. Avec ces deux mots-là, si tu peux les appliquer pendant 10 ans, je pense qu'on devrait avoir un effet de Lindy. Tu connais probablement le Lindy Effect.
Mhm. right? C'est dans un de Mhm. nos livres préférés, Antifragile, mais le plus longtemps que quelque chose survit, le plus longtemps que ça va survivre. Parce qu'il y a comme des traits innés, il y a un survivability, il y a un degré d'antifragilité inhérent qui fait que Ouais. ça va survivre plus longtemps. Puis tout ça, ça revient à une des premières choses que tu as dit, c'est si tu peux pas survivre, tu vas pas croître. C'est-à-dire, tu peux pas avoir des ambitions Ouais. de unicorn startup si t'as pas les basics down. Exact. Puis, tu sais, parmi les basics, c'est d'avoir une conformité qui est en règle, c'est d'avoir une gestion financière qui est solide, c'est de t'assurer que plein de petites choses qui pourraient dégringoler bien comme du monde, ben, prennent le bord. Ben, on est un peu on est capable de jouer ce rôle-là. Autant qu'on est des partenaires de croissance, puis du monde qui veut rêver, puis comme jaser des grosses affaires, ben mettons, parmi les choses qu'on est capable d'amener en tant que comptable, c'est ce red tape-là, c'est comment je pourrais dire, ce côté raisonnable-là. J'aime pas ça de dire ça, mais bon père de famille, si tu veux, pour juste comme, hey, on vient barricader ou on vient solidifier les bases de la business. Comme ça, il y a moins de chances qu'une niaiserie euh, Ouais. un talon d'Achille qui vienne permettre Mhm. de tout écrouler ce que la business a monté. C'est le genre d'accompagnement qu'on veut faire. Oui, on veut être un partenaire de croissance, mais on veut aussi être un bon copilote, même parfois un conducteur pour t'éviter d'aller dans le mur. Un bon coach Ce pour qui, juste redresser le volant lorsque nécessaire. c'est ça. Puis ça, c'est surtout la faiblesse des entrepreneurs. Ils sont un peu plus dans la créativité, Exact. puis la vision et moins dans les Ouais. choses qui comptent vraiment de façon très importante. Maintenant, peux-tu nous donner des anecdotes pour des entreprises SaaS? Parce que la plupart de nos startups à l'Institut sont des SaaS. Ouais. What do they get wrong? Puis quel cas est-ce que tu travailles souvent dessus Ouais. avec les entreprises en SaaS? OK. On en a parlé un peu, puis je veux comme les restater pour être sûr et certain qu'on les oublie pas. Premièrement, l'absence de stratégie autour de c'est quoi qu'on fait, qui qu'on vise, puis comment on va être capable de les gagner. Fait que souvent, c'est comme, c'est pas assumé, c'est pas, le positionnement, il est pas fait, la réflexion est pas faite. Fait que d'avoir ça, nail it down, puis que les trois s'emboîtent l'un dans l'autre, si je visais des services de, je sais pas moi, de start-up, puis que je visais des retraités, puis comment j'allais les convaincre, c'était en étant la gang la plus cool au monde. Je ne vais jamais ramasser aucun client parce qu'il n'y a pas de retraités qui se partent de start-up puis qui ont envie de voir des kids débarquer, puis on est comptable, tu comprends? J'utilise cette caricature-là pour, des fois, j'entends comme des idées de business, puis je suis comme, je pense pas que tu vas être en mesure de vendre un truc là-dedans parce que quand tu fais le diagramme de veine, là, de qu'est-ce que Il n'y tu a pas vends, à d'overlap. qui, puis comment tu veux gagner, il n'y a pas d'intersection. Puis c'est comme où c'est microscopique, puis je veux dire, Ouais. ça vaut pas l'investissement que tu vas faire pour essayer de targeter ça. Fait que ça, c'est le premier, le premier scénario, ou de dire comme ça existe déjà dans le marché, puis tu fais comme un copycat de ça, puis je suis comme, OK, ben, j'ai déjà entendu l'idée, comment tu vas te séparer d'eux autres, Différencier. puis est-ce qu'il y a assez d'espace pour pouvoir focus là-dessus? Fait que ça, c'est one. Deuxième, c'est over-investissement dans la technologie ou dans le produit. Fait que tu t'en as mentionné, du monde qui ont investi 6, 7, 800 000, 1 million dans un produit, puis ils n'ont pas eu un feedback utilisateur, ils n'ont pas encore eu une vente. Euh, fait, il y a ça. Le troisième, c'est le sébastianisme. Si C'est quoi ça? c'est quelque chose que je connaissais pas, c'est quelque OK. chose que je OK. connaissais pas, mais que je connaissais le concept. En tout cas, j'avais vécu le concept plein de fois. Puis quand je suis allé lire la page Wikipédia du sébastianisme, parce que je pense que mon partner me l'a partagé, j'ai fait comme oh my god, j'ai vécu ça au moins 10 fois dans ma carrière. Je pense que c'est les Portugais. Là, je vais de mémoire, puis corrigez-moi si vraiment ou en tout cas, ne m'en tenez pas rigueur si je dis des niaiseries, là. Mais bref, il y avait un peuple européen qui croyait qu'un de leurs anciens rois allait revenir au monde
pour les aider ou en tout cas venir reprendre le pouvoir de leur gouvernement pour les amener à un âge d'or qu'ils avaient connu par le passé. Fait que, à la fin de la journée, ce que ça dit, c'est que souvent, on pense qu'on est à un ingrédient de changer la donne complètement. Ah, Si le c'est Canadien de Montréal l'équivalent avait un du. marqueur de plus, Ouais, c'est comme l'équivalent du vas-y. There are no silver bullets, right? On pense qu'il y a comme un silver bullet qui va sauver ma business, que comme if I close this deal, it's all over, I'm going to be a Eh, millionaire. eh, Exactement ça, exactement ça. Puis, turns out que c'est jamais vrai. T'es pas à un embauche, t'es pas à un client, t'es pas à une Non, feature de carrément changer ta business. Fait que ça, c'est sûr et I love certain it. que c'est un autre Sébastien. truc que je vois. Puis souvent, il manque, tu sais, veut pas, tu sais, des entrepreneurs qui se partent en affaires, il y a un côté quand même assez narcissique autour de ça. Tu sais, c'est très difficile d'avoir une distance entre la business puis l'entrepreneur qui est derrière et ainsi de suite. Fait que d'avoir un regard très critique, très pessimiste autour de la startup, c'est pas un réflexe, puis pas juste ça. Si ça l'était, ça serait très dommageable à la relation narcissique qu'on essaie de bâtir. Fait que, puis Hmm. c'est Ça, rare ça qu'un c'était deep, by the entrepreneur se way. regarde dans le blanc des yeux. C'était deep, mais je l'ai vu aussi plusieurs fois. OK. C'est très Yeah. rare qu'on se regarde dans le miroir. Puis je sais pas si tu es un fan de David Goggins, mais j'ai lu ses 2 derniers livres Ouais. pendant le temps des fêtes. Puis il parle du accountability mirror, puis de mettre des post-it sur qu'est-ce que tu as de l'air, puis qu'est-ce que tu fais. C'est probablement sa plus grande force. Ou en tout cas, c'est de la manière qu'il a été capable de passer d'un gars de 300 livres à probablement le gars qui est capable d'endurer le plus de pain. Douleur. Ouais, Ouais. c'est un spécial, mais il y a quand même Ouais. des silver linings importants à apprendre là-dessus. Puis là, on s'écarte, là. Ah non, Mais c'est cool. C'est on se cool. met souvent des limites. On se met souvent des limites à nous-mêmes sans le savoir parce qu'on a une petite tête qui, tu sais, il y a une petite affaire dans notre tête qui nous dit, hey, comme, là, t'es rendu à ton rep de squat, comme arrête là, tu vas te faire mal et ainsi de suite. Mais si on est capable d'aller à la 9e ou juste à la 10e, c'est là que les gains se font. Mais si on est capable de juste repousser ça, puis là, Mhm. c'est pas des conseils d'instructeurs physiques ou whatever. Là, fait que allez-y vraiment à votre rythme, mais c'est là que les gains sont et ainsi de suite. Bref, je reviens à ce que je disais. Euh, le accountability mirror, fait que de se mettre devant le miroir puis vraiment de se dire hey, qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec ma business, comment ça je vais pas chercher l'attraction que j'ai tant de besoins et ainsi de suite. C'est pas facile pour un entrepreneur, puis souvent on est comme tout le temps là au prochain fixe puis à la prochaine affaire, quand inhéremment, là, de manière inhérente, là, il y a de quoi qui est brisé puis qu'il faut être réglé. Fait on a parlé le quatrième morceau, là, après ces trois-là, euh, je te dirais que c'est une mauvaise compréhension des leviers à l'intérieur de la business. Fait que là, on est rendu au Hmm. quatrième point, puis peut-être que OK. je ferai des sous-points. Pour moi, le premier levier le plus fort, euh, c'est la clientèle. Quand tu as accès à des clients, ça te permet d'avoir une relation ou de l'attention avec eux autres. Puis, c'est comme plus facile souvent de venir leur offrir une deuxième feature, un troisième produit, whatever, puis d'essayer d'élargir ce qu'on fait. Mais ça, souvent, c'est comme, c'est pas capturé, c'est pas, ah, j'ai un client, je suis tout le temps en train de chasser comme le prochain ou la prochaine affaire, et ainsi de suite. Car non, j'ai une relation qui fonctionne, j'ai un bon ami en ce moment, là. Fait Ça vaut de trouvons une l'or. manière. Exactement, ça vaut de l'or, ça vaut toute ta business, tu C'est sais. quoi? Fait Un de mes fondateurs qui pète le feu, là, lui, régulièrement, ils vont faire des upsells dans les 6 chiffres à leurs clients existants. So, pour eux, de garder un client une nice. autre année, c'est un autre comme plusieurs 6 chiffres, OK? Puis, il a Yes. dit, you know what we're dealing in? We're dealing in trust. Parce que ce que tu es en train d'expandre, c'est le trust. Puis le trust, là, c'est tellement une commodité rare, scarce, right? Que si tu peux le Mm-hmm. bâtir encore plus, ben, tu peux expand ton dollar figure que tu charges à tous les mois, tous les années, etc. Of course. Ouais. So, Ben, tu sais, le chiffre est bâti là-dessus.
Ouais. Si tu n'as pas confiance qu'on va gérer tes trucs avec le gouvernement correctement, tu ne feras jamais affaire avec nous. Si tu n'as pas confiance qu'on a tes meilleurs intérêts en tête, tu ne feras pas affaire avec nous. Fait que même chose pour nous, on est en business de la confiance, puis la confiance, si on l'a, puis elle est authentique, puis comme elle est méritée, ben ça te permet d'aller extrêmement plus loin. C'est pour ça qu'on devient un one-stop shop, puis on offre une panoplie de services, et ainsi de suite. C'est que quand on a une relation, quand on a compréhension du contexte de la business, ben on est en mesure de faire 1 plus 1 égale 3. Je connais déjà ton contexte, je connais déjà ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je suis capable de te proposer une solution qui vient fitter ton contexte puis tes préférences. Wow! Il n'y a pas grand monde qui sont capables de me personnaliser un service puis une approche comme tu viens de le faire. Parfait. Et tu fais ça toutes les années sans arrêt. Puis Ouais. c'est tant mieux parce que moi, j'ai pas besoin de faire une première, une deuxième date avec quelqu'un d'autre pour essayer de figure out, ben, t'es-tu plus genre on s'en va à Oshiaga ou on s'en va dans une retraite de yoga, et ainsi de suite. Mais non, si je connais déjà ça, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste besoin de comme deliver selon un pattern puis un set qui fonctionne. Fait que Puis tu sais, je reviens. Oui, excuse, je te laisse finir, puis après ça, je vais jump in. parfait. Fait que là, je reviens à mon premier point. Fait que mauvaise compréhension des leviers. Les clients, pour moi, on sous-estime à quel point ça peut être une manière soit d'aller chercher des promoteurs, des ambassadeurs, des références ou juste des revenus de plus. C'est souvent, euh, je t'ai signé, puis comme, that's it, tu tombes sur le back burner, puis moi, je m'en vais faire autre chose. Je pense que c'est un gros problème. Mauvaise compréhension du pouvoir du pricing. Ça, c'est le deuxième point. Euh, les gens ont de la misère à se faire dire non. Mais quand on y pense, les chances qu'on rencontre quelqu'un, puis ce qu'ils ont besoin, c'est exactement ce qu'on offre, sont assez faibles. Fait que par la bande, le non devrait être plus fréquent que le oui. Puis, il y a des vendeurs, puis des entrepreneurs qui, eux autres, qui chase, c'est juste le oui. Fait que, bad fit, good fit, whatever, je m'attends à ce que tu me dises oui dans 80 à 90% des cas. Ce qui est extrêmement bad. Pourquoi? Parce que tu vas laisser rentrer des bad fit customers à l'intérieur de ta business à cause de ça. Fait que tu vas te faire des pieds et des mains pour l'intégrer, des pieds et des mains pour le garder, qu'en fin de la journée, il aurait dû juste jamais rentrer. Tu n'aurais pas dû investir une seconde de ton temps, mais ça, pas juste du moment où il est devenu client, mais aussi de tout ton top of the funnel d'acquisition et ainsi de suite. Ça, c'est un premier contre-coup. Deux, tu laisses beaucoup, mais beaucoup de dollars sur la table. Pourquoi? Ouais. Parce que pour tous les clients que tu vas chercher de plus, par exemple, ton taux de oui devrait être à 25%. Finalement, parce que tu charges vraiment moins cher, tu es capable de closer du monde 50% du temps. Mais Ouais. si tu disais, tu sais quoi, je vais juste écrémer, c'est-à-dire vous chargez 10 fois plus cher, bien là, tu vas descendre le nombre de pourcents. Ouais. Sauf que si tu fais la multiplication des deux, les gens qui, à Ouais. leur cœur, puis vraiment au noyau de tout ça, ils sont comme, hey, je suis down de payer pour ta C'est un solution, bon je suis down de fit. payer très cher. Tu vas aller chercher plus de revenus avec ça que si tu essayais de le mettre grand marché puis pas cher. Puis pas juste ça, c'est que tu as besoin d'une structure opérationnelle beaucoup plus light pour C'est gérer la tellement vrai. moitié de tes clients. Ça, Fait, fait, ça revient aux exponentiels qu'on a de la misère à comprendre. Tu as actually un exact. meilleur retour en faisant ça, en dépensant moins de ressources, et en marketing et opérationnel. Bingo. Bingo. Si tu te Fait que, casses pas la tu sais, tête. ça revient un peu se relier à la notion de stratégie puis de définir qui t'es puis qu'est-ce que tu devrais faire. Fait que, tu sais, il y a comme un peu de ça qui est un peu mélangé puis tout est dans tout. Euh, puis tu sais, je fais un podcast avec François Natinado, ça se passe principalement autour de long pricing puis du travail autour de ça. Il y a, puis tu sais, je te dirais que non seulement tu minimises le nombre, en fait, tu réduis le revenu potentiel que tu as avec un mauvais pricing, mais aussi tu augmentes tes frais d'opération pour gérer tout ce monde-là, Ouais. mais pas juste ça, c'est que tu viens skew, puis ça c'est l'autre, l'effet de levier, toute la notion de ton coût d'acquisition. Fait que tu sais Ouais. pas nécessairement d'où viennent tes clients, puis l'allocation de tes dollars que tu fais, tu le fais
au pouce à peu près, puis d'une manière un peu random, puis tu n'es pas en train de suivre ça comme si c'était les métriques les plus importantes de ta business. Guess what? C'est pas mal les métriques les plus importantes de ta business. Pourquoi? Parce Yeah. que dans un SaaS en croissance, ça devrait être 40%, 50% de tes dépenses devraient être en commercialisation. T'sais. Mais si tu fais juste spray and pray ou tu l'envoies un peu n'importe où, si tu faisais juste prendre le même montant, OK? Puis tu le réallouais d'une manière plus intelligente, tu pourrais aller chercher plus d'upside. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est what if que je dépense 10% de moins, 10% de plus, c'est quoi l'impact? Puis comme où est-ce que je ferais, puis ainsi de suite, ben c'est très rare qu'une business se pose ces questions-là, puis comme travaille en profondeur autour de cette notion-là. Puis, tu sais, après ça, je te dirais le dernier morceau, puis là, on est plus là en des entreprises plus matures, c'est la vision produit. C'est de dire, est-ce que, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les building blocks? Puis vers où vous en allez? Tu sais? Puis, il faut avoir ça en tête parce que chaque petite marche doit pousser dans cette direction-là. Puis, tes compétiteurs, ils élargissent en termes de features qu'ils viennent faire, puis peut-être des connexions, même il y a des acquisitions qui fait que tu vas toujours te battre contre Goliath. Fait que comment toi, David, tu es en mesure de rester relevant dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, parce que tout ton modèle d'affaires est basé sur ta rétention de clients, ta capacité à upseller down the road, mais si tu fais juste te maintenir ou développer du nice to have qui est pas stratégique, ben, tu t'en vas dans le mur Ouais. à some point. Tout doucement, mais tu t'en vas dans le mur. J'aimerais faire la remarque que ta compréhension des startups va beaucoup au-delà d'un comptable typique. Puis encore une fois, Of je course. te mets pas dans ce... Tu sais, t'es même pas dans la Ouais. même case. Puis je Mais, tiens à mentionner que c'est ça qui fait la différence. C'est que tu comprends comment les chiffres nous permettent de comprendre ouais, toutes les tweaks que tu peux faire à ta business, allant jusqu'à la commercialisation, allant au financement, puis tout ça. Puis, exact. je tenais juste aussi à mentionner que pour nos startups qui écoutent, euh, euh, le chiffre, puis il va y avoir des représentants de ton équipe qui vont être disponibles à tout moment sur notre Slack. Si vous avez Yes. des questions pour l'équipe de Jean-Gabriel, on veut les rendre disponibles à tout moment, ben à tout moment, à discuter, là, mais je pense que vous êtes content d'aider des startups aux besoins, mais je ne sais pas si tu Ouais, veux dire un mot là-dessus. pour faire du pouce là-dessus, tu sais, c'est un écosystème, hein. Fait que tu peux pas juste regarder les gros arbres puis faire comme oh mon Dieu, je m'en leur faire des câlins puis piétiner les fougères ou même genre les petites graines qui sont là. Fait que nous, notre thinking, c'est plus de dire, regarde, on va être là, on va essayer d'aider tout le monde, on va essayer d'avoir une bonne réputation là-dedans, on va essayer de grandir aussi avec tout le monde. On n'a pas fini d'apprendre, puis on n'est pas rendu à la finalité des choses, mais on a une appréciation générale puis le plus égal, si tu veux, à travers comme l'écosystème dans son ensemble. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais, non, c'est sûr que j'aimerais travailler avec plein d'autres Jean-Gabriel et ainsi de suite, mais on sentait que je suis un entrepreneur à la base, puis accessoirement, je suis comptable. Puis notre manière, notre angle à nous de participer à tout ça, mais pas juste ça, c'est de s'ouvrir des portes aussi pour les prochaines étapes, mais c'est l'angle du chiffre. Je te cacherai pas que mon partenaire et moi, on a essayé de lancer des produits, on a essayé de reprendre des business. Il y a quand même une certaine mouvance. Puis, à some point, est-ce qu'on se dit, hey, on va bâtir un accélérateur? Est-ce qu'on va bâtir un petit VC, pre-seed et ainsi de suite? L'écosystème du shift n'est pas complet en ce moment. Pour pas quoter Dragon Ball, on n'est pas encore à notre final form. Là. Il y a un potentiel encore plus loin, puis les prochaines Ouais. années vont nous amener dans cette direction-là. Fait que, tu sais, on traite les gens avec respect. On sait que c'est quand même un petit milieu aussi. Quand ça fonctionne, tant mieux, let's go, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, parce que oui, malheureusement, ça arrive, on essaie de faire toujours ça avec diligence et professionnalisme et ainsi de suite, mais toujours dans l'optique de dire plus qu'hier, moins que demain, on va être meilleur, puis on va apprendre de nos limitations, on va apprendre de nos failures, puis on va être courageux à travers toutes ces étapes-là. Mm-hmm.
il y avait quelque chose que je voulais te faire du push. Je sais pas si on peut circle back sur tout ça. Là. Ouais, Je l'ai échappé entre-temps. Là. Mais, euh, mais ouais, euh, tu parlais de l'accès là, dans le Slack. Tu sais, on a eu, je pense que ramène-nous il y a 3 4 ans, l'entièreté du staff du chiffre, c'était des comptables. C'était du monde qui avait fait un bac en comptabilité, qui allait ou non chercher leur CPA, mais c'était très homogène sur ce qu'on a. Pourquoi je te dis ça? C'est que maintenant, on est rendu avec des CFA. Maintenant, on est rendu avec des PMS qui ont fait des études ou en tout cas des certifications en paye. On est rendu avec fiscalistes. Puis on est même rendu avec du monde qui ont eu des startups par le passé. Puis c'est le cas de Regino cool. qui a joint votre Slack. Il a monté une business en AI, l'a vendu, puis là, il veut Wow. comme rester impliqué dans le, l'écosystème. Puis c'est lui qu'on a décidé de mettre l'avant dans votre Slack. Puis c'est lui qui va pouvoir vous aider avec toute la machine du chiffre derrière, qui est comme les connaissants de Revenu Québec, le monde de subvention, le monde de financing et ainsi de suite. Fait qu'on se dit à la gang, le pouvoir du groupe, ben on va être en mesure d'offrir un bon service, mais ce qui compte, c'est la compréhension de part et d'autre du contexte, puis d'être en mesure de bâtir une relation qui fait que tu as envie de travailler avec la personne, ben en ayant du monde avec le mindset entrepreneurial, puis un peu avec le discours que j'ai, puis la compréhension que j'ai, ben c'est là que quand on amène toute la cavalerie, puis toute la quantité d'experts qu'on a derrière nous au chiffre, ben on est inarrêtable parce qu'on a le meilleur des deux mondes. Tu as la personne qui comprend, puis la personne qui est capable de comprendre le problème qu'on essaie de régler pour la personne qu'on comprend. Ah Il y a ouais, plus trop j'ai d'angle vraiment mort hâte de rendu là. roll out. J'ai hâte de donner accès à nos startups et voir ce qu'ils en pensent, mais j'en suis certain que ça va être ça va être un gros plus-value. Si ça ne dérange pas, moi, j'ai deux autres questions pour toi. Ben, deux Ouais, groupes de c'est questions, bon. on peut dire. J'imagine qu'il va y avoir des tangentes, comme d'habitude, mais j'adore. Évidemment, quand on parle de startup, il faut regarder vers le futur puis l'avancement technologique. Dis-nous, tu sais, sans aller trop loin, mais comment penses-tu que les technologies de AI et de blockchain, par exemple, vont affecter le domaine? Euh, Ouais. ouais, j'imagine que tu as des opinions là-dessus, donc j'aimerais savoir ça. Tu sais, c'est sûr et certain qu'avec le AI, n'importe quel outil de base de données ou tu sais, de recherche, d'utilisation, de transformation, tu sais, je pense qu'il y a un acronyme pour ça, là, des types de startups autour de ça, va être impacté. Fait que, tu sais, nous, c'est quelque chose qui nous a. Moi, je me souviens, ça fait quoi, un an, un petit peu plus qu'un an, quand GPT est sorti, je trouvais ça hallucinant. Tu sais, je me disais, on n'aura plus besoin d'utiliser Google, ça va carrément nous amener ailleurs. On a monté un GPT à l'interne avec comme toute la documentation, notre Notion et ainsi de suite, dans le but, tu sais, de tester et de voir comment ça peut être utilisé. Mais n'importe quel SaaS qui traite ou manage de la donnée, puis on s'entend que principalement notre B2B SaaS, c'est ça, là. Il faut voir qu'il y a une couche d'AI au-dessus pour être capable de Ouais, cut through the chase, puis de faire un effet de levier sur le temps personne ouais, là-dessus. Puis juste pour te faire un parallèle sur notre compréhension à nous, puis comment nous, on se prépare par rapport à ça, ben, on a un outil de work management à l'interne qu'on utilisait d'une manière peut-être un petit peu décousue, mais d'une manière suffisante. Puis de dire, OK, ben comme ça, on va gérer nos deadlines avec ça, on va gérer comme un peu notre collaboration, puis il va y avoir des stages, tu sais, d'où ce que c'est rendu. Puis là, on a comme réalisé avec les fonctionnalités des AI qui s'ajoutaient dans ce logiciel-là, que si on amenait l'entièreté de nos conversations avec les clients, que toute notre collaboration à l'interne, et ainsi de suite, si ça se passait là, bien, si on voulait sortir des résumés, de déjà d'avoir comme une réflexion contextuelle à tout le travail qui était fait autour soit d'un mandat ou d'un client, ben c'était à portée de main. Fait ouais. que, et j'avais une En d'autres mots, conversation avec un. ça vous empower. Ça vous permet Ah, de faire plus avec moins, de faire plus rapidement, d'être plus accurate. mais, mais pas juste ça. Oui, il y a ça. Tu sais, si on a une efficacité opérationnelle, puis tu sais, on parlait encore là off-record qu'il y a un downturn économique en ce moment, les taux d'intérêt sont super élevés,
Il y a, tu sais, dans les films de conseil, généralement, il y a soit des coupures qui ont eu, il y a eu des gels de salaire, tu sais, comme on se prépare. Winter is coming pour les fans de Game of Thrones. Euh, mais ça, si tu es un film de service professionnel, tech-enabled et ainsi de suite, tu dois quand même être en mode résilience, puis tu dois être en mode euh, je m'assure d'être extrêmement sharp puis que ma maison à moi est en ordre parce que mec la tempête débarque puis peut-être qu'on est déjà dedans puis on le sait pas encore, ben il faut que tout soit isolé, tout soit tête pour être en mesure un peu comme Forrest Gump après sa tempête avec le crevettier, de réaliser que wow, il y a du monde qui en a arraché, puis là c'est à nous de passer de la défensive, c'est la meilleure offensive, d'aller après peut-être des clients qui ont perdu leur comptable ou qui ont eu de la misère à délai avec leur comptable parce qu'il y a eu un espace un peu une tempête hivernale qui est passée. Fait que oui, cette portion-là de l'AI nous empower grandement. On pense qu'on va être en mesure de faire plus de travail avec moins d'input. Puis on pense aussi que la qualité de notre travail va être meilleure parce qu'encore là, on va être encore plus tech-enabled. Mais il y a plus que ça. On pense aussi que, mettons, qu'on est en mesure de démocratiser le GPT qu'on a, ben peut-être de donner un genre de free access à notre monde pour utiliser cette base de données-là, puis avec ce que nous, on a fait, quitte à réviser, de dire, hey, c'est une réponse tentative, ça n'a pas été validé ou non par un professionnel, puis qu'à force du temps, ben Rends là, ça comme... payant. Ben non, Mets le professional derrière un mais là, paywall, je veux included, dire. oui, exactement, exactement. Ça va être genre, Ouais. hey, ça fait, tu as une startup, tu nous payes 5000 $ par année, let's say, puis non seulement tu as accès à un professionnel, on s'occupe de tes états financiers, ta déclaration de revenus, mais tu as accès à notre GPT qui a été boosté. Puis, tu sais, je veux dire, on pourrait monter des bases de données avec Notion, puis comme commencer à le booster plus loin. Bref, on pense qu'on va être plus empowered grâce à ça, mais que nos clients aussi vont être plus empowered grâce à ça. Fait qu'à la fin de la journée, tout le monde est gagnant là-dessus. Puis juste comme, let's go, on va être capable de pousser plus loin. Puis tu sais, c'est drôle parce que si tu vas faire le tour de nos articles sur notre site web, il y en a un qui date de peut-être 2016-2017, qui s'appelle la pyramide de Gisèle. Pas Gisèle, Gisèle. Puis c'était quelque chose que Tom avait écrit par rapport à la volonté de vouloir, du chiffre, de vouloir inverser la pyramide dans laquelle l'industrie comptable se retrouvait. Fait que l'industrie comptable, traditionnellement, il y avait une base de la pyramide qui est très, très occupée. Puis ça, c'était le travail manuel pour rentrer, l'entrée de données, puis comme la tenue de livre, et ainsi de suite. Puis après ça, tu avais l'étage au-dessus, un petit peu plus petit, c'était colliger la donnée, fermer le mois, s'assurer que ça réconcilie, et ainsi de suite. Après ça, tu avais comme toute la portion d'analyse, puis de compréhension, puis de reporting plus poussé. Puis le top de la pyramide, c'était juste des recommandations, et ainsi de suite. Mais pour l'entrepreneur, là, il s'en fout carrément que tu passes 10 heures, 100 heures ou 1000 heures à réconcilier ces trucs ou à travailler sur l'opérationnel. Lui, ce qu'il veut, c'est le plus de recommandations possible, le plus de pistes de changement ou d'amélioration qu'il peut avoir pour sa business. Fait que si nous, le chef, on est en mesure de minimiser l'énergie qui est mise en bas puis de maximiser ce qui est mis en haut pour la même quantité d'énergie Massomeno qui est investi par la pyramide, ce qui va être perçu puis ce qui va être consommé par l'entrepreneur, c'est beaucoup plus de valeur. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Absolument. Hey, je suis un sucker pour des frameworks comme ça. Peux-tu juste me répéter, y a-tu 3 niveaux ou 4? C'est tenue de livre et comme truc administratif. Là, il y a la conciliation. Okay. Exactement. Fait que le bas niveau, c'est comme toute l'entrée de données. Le deuxième, c'est colliger l'information. Fait que s'assurer que ça réconcilie, fermer le mois d'un certain sens. L'étape au-dessus, c'est comme tout ce qui est analyse, puis comme data crunching, si tu veux, pour être en mesure, à la quatrième étape, de faire des recommandations. Mais pyramide de Gisèle, le chiffre, tu arrives direct dessus. Il s'est même amusé à dessiner, je pense, des petits croquis de tout ça. C'était assez comique. Puis d'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur notre parcours entrepreneurial ou sur notre vision entrepreneuriale, comme une odeur de Musk, un autre article sur ça date, là, genre 7-8 ans, de qu'est-ce qu'on faisait avec le chiffre, puis comme où est-ce que ça allait nous amener down the road. Puis comme on n'est pas si far-fetched, hein, ça l'a comme bien veillé, mettons. Ouais. Puis, encore une fois, les exponentiels, on n'aurait pas pu savoir nécessairement que les outils de AI qu'on a accès aujourd'hui seraient prêts en 2022. Puis, exact. à quel niveau que ça va avancer dans les prochaines années?
Ça nous a un peu pris Ouais. par surprise, mais on devrait pas être surpris par Non. ça. Puis j'ai eu une grosse conversation avec un des CFO fractionnels, puis une des meilleures têtes qu'on a au chiffre, il s'appelle Pat. Puis lui, il dit, tu sais, la fin de semaine, là, je pense à comme l'avancée technologique, je pense à l'AI puis tout ça, puis comme à quel point ça va disrupt notre business puis notre industrie, tu sais. Puis il dit, puis là, je lui demande, tu sais, comme ça te stresse-tu, comme comment tu vois ça? Puis comme, je sais pas encore comme ça va être quoi l'application finale, puis comment on va le traduire dans notre day-to-day. Puis comme j'ai hâte qu'on soit seté là-dessus. En tout cas, j'ai hâte que ça soit plus tangible que qu'est-ce que c'est là. Puis j'ai dit, tu sais, parmi la grande gang de comptables, là, on est probablement dans le top 5% qui a ces discussions-là actives et pas juste ça, qui a fait tout le testing qu'on a fait par le passé. Si on garde le rythme dans cette direction-là, j'ai pas, aucune crainte que quand il y a quelque chose qui va se démocratiser ou qu'il va y avoir un tipping point d'utilisation encore plus, ben que ça soit là. Puis tu sais, d'ailleurs, on a soit Claude ou GPT qui est intégré directement dans notre Slack. Puis je veux dire, il y a des commandes, puis on paye pour du stock. Fait que c'est déjà eu des changements qui ont été faits. Mais ce que je veux dire, c'est que un moment donné, il y a comme un flip qui se fait. Puis du Ouais. moment que ça va être fait, nous, on va être là. Puis on sera peut-être pas les premiers de tout l'univers, mais on va être dans la gang Ouais. des innovators qui va pouvoir rely là-dessus. Puis je peux peut-être prendre un 2 minutes pour parler de Bitcoin, puis crypto, puis tout ce qui est blockchain. Euh, Mhm. bon, si on enlève la notion spéculative des monnaies, puis des ICO, puis tout ça, parce que c'est un autre game, le concept de blockchain, il est parfait. Du style, bon, je vais tempérer, mais comme la notion qu'il y a un ledger qui il y a comme une symétrie puis une réplication de ce qui se passe. Tu sais, ce que tu me dois, c'est ce que moi, je peux attendre de toi, puis qu'on soit en mesure de connecter sur ces affaires-là. C'est game changer. Parce que Ouais. l'information, on démocratise l'information. Pas juste ça, on s'évite d'avoir on n'a plus besoin d'auditeurs et ainsi de suite. Puis C'est pas juste ça, décentralisé. l'information, c'est décentralisé, puis l'information est disponible sur un claquement de doigts, c'est super nice. Ouais. Ceci étant dit, on n'est pas rendu à être en mesure de l'implanter, bon, pour des notions de coûts en dollars, là, mais aussi des coûts environnementaux qui sont fucking élevés. Sorry pour mon anglais. Mais aussi Ça, pour c'est débattable, by the les way. solutions techniques. Pardon? Ça, c'est débattable, ce que tu viens de dire, mais on va le laisser à un autre Ben, podcast. de ma compréhension, exactement. De ma compréhension, c'est pas encore là, ou en tout cas, la perception est pas encore là. Ouais. Puis, le tooling et je pense pas il est rendu à une maturité qu'on va pouvoir Ouais. qu'on pourrait l'utiliser dès maintenant dans des applications comptables, puis il n'est pas encore grand marché. Puis, tu sais, c'est plate, parce que autant le Bitcoin fait les nouvelles, mais autant toutes les rug pulls, puis les ICO, puis les fraudes de crypto ont donné pour moi un peu une mauvaise réputation au blockchain parce que les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Puis Ouais. je pense pas que c'est pour le best. Mais est-ce que si je pense que le blockchain va vivre un moment donné dans les business, puis je pense que oui, là. At some Ouais, point, absolument. c'est comme on se rend vers là. Ou un équivalent ou un cousin qui va renaître de ses cendres, puis qui va permettre à des entreprises de juste, tu sais quoi, se synchroniser sur, OK, moi je dis ça, toi tu dis ça, puis on a un protocole qui fait Ouais. comme, OK, c'est bon, ça match. Puis là, n'importe qui vient voir ça, comme, sait que ça match, puis même pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient voir ça, ça dit que ça match, puis we're good. C'est ça. Je trouve ça génial. Puis juste pour être clair, ma question était plus sur le blockchain et non les cryptos. Je suis du même Parfait. avis que toi que 99,9% des cryptos, on parle des altcoins ou on dirait des shitcoins si t'es un bitcoiner, Ouais. là. C'est des Yes. scams, c'est des unregistered securities, c'est des compagnies Ouais. qui ont donné des tokens à valeur monétaire. Puis euh, ça, c'est une chose. Mais le blockchain, la technologie qui permet d'avoir un ledger décentralisé, transparent, global, euh, ça, C'est c'est le tellement rêve. innovant, là.
C'est le rêve parce qu'en théorie, ce que ça permet de faire, c'est on pourrait toutes faire nos transactions, puis c'est mappé sur le blockchain. Ouais, Puis oui, on enlève les ouais, notions de coût puis d'environnement. Mais dans un monde ouais. idéal, admettons que tu apportes les externalités négatives à proche de zéro. C'est comme, on fait notre business comme d'habitude, mais on n'a pas de rapport TPS-TVQ à faire. On n'a pas de rapport d'impôt à faire. Um, tout est calculé et accounted for in a way, Mhm. right? Ben, reviens à ce que je te disais d'entrée de jeu. Je t'ai parlé du passé, du présent puis du futur. Le blockchain vient régler pas mal passé puis présent. Tu sais. Ouais, Puis, où ce que j'ai mis beaucoup d'emphase, puis que je t'ai vraiment, comme, je pense, bien enrobé, c'est comme tout le travail qui a besoin d'être fait autour du futur. Puis c'est pour ça que le chiffre se bouge tranquillement, pas trop vite, par notre capacité d'être solide puis d'être rapide sur le passé puis le présent. Puis don't get me wrong, là, il y a des spécialistes au bureau que c'est des comptables absolument incroyables qui nous permettent de nous rendre là, puis que je suis extrêmement fier de travailler avec eux. Euh, Puis eux nous permettent, en tant qu'organisation, de travailler sur le futur. Mais je pense que ouais, tout ce qui est ledger décentralisé puis de blockchain va nous permettre de faire ça plus facilement, plus économiquement, faire une portion de absolument. ça encore là plus rapide. Tout le monde va gagner à ça parce qu'on va, Ben, on va se ben poser regarde, sur les questions que l'humain est important. écoute, je reprends tes mots, la pyramide de Gisèle, si j'ai bien compris ça. Toute la portion entrée de données, là, elle Ouais, serait plus ou moins automatisée, éliminée. Puis c'est la portion que un humain ne devrait pas être en train de faire, right? Dans un monde idéal, t'as pas ouais, quelqu'un qui fait de l'entrée de données sur leur clavier. Um, ouais. ça devrait probablement exister sur un blockchain de façon automatique. Mais comme tu as dit, on n'est pas rendu là. Mais le futur est bright dans ce sens-là. C'est qu'on sait que cette technologie-là existe, elle fonctionne à grande échelle dans le cas du Bitcoin. Um, j'ai hâte qu'elle soit implantée, mais à voir, ça va être quoi l'implantation spécifique, par exemple, au Québec? Est-ce que le gouvernement va être réceptif à ça? Est-ce qu'ils vont adopter cette technologie-là? Je ne sais pas. Puis une dernière remarque, euh, autant que le blockchain, ça prend soin du passé puis du présent, tu peux dire que le AI va beaucoup aider dans l'analyse des scénarios futurs, probablement, comme ça devient plus sophistiqué, comme on va voir bientôt ChatGPT 5, imagine ChatGPT 6, 7, 8. Est-ce qu'ils vont être capables d'absorber tes chiffres, tu sais, Ben, je pense que passés, oui. Je, puis dire, you know c'est what, sûr. voici 10 000 scénarios, puis voici les probabilités que ça se passe comme ça. Um, j'ai tellement hâte, ça me rend guéri là, de parler de ces choses-là. Ouais. Mais pareillement pour moi, puis comme ça s'en va là, là. Tu sais, autant que la job du développeur moyen, elle est en danger avec GPT, Ouais. parce que tu vas être en mesure de lui demander du code dans pas long, puis tu vas pouvoir copy-paster ces Ça le fait trucs-là. déjà. Ben, ben, ça l'est déjà exact, mais comme ça va être encore plus tant qu'à moi. Ben, c'est la même affaire avec l'analyse, puis tu sais, Mm. même des déclarations de revenus et ainsi de suite. Ceci étant dit, euh, je pense que de monter une business, il y a quand même un côté humain là-dedans. Il y Bien sûr. a quand même un côté de confiance là-dedans, comme on a mentionné là-dedans. Il y a puis côté d'empathie aussi que tu as besoin Ouais. d'avoir pour que ça fonctionne en tant qu'être conseiller, mettons. Puis ça, la machine va avoir de la misère à te donner ça. Fait que si nous, on est en mesure d'amener le côté humain, d'amener le côté empathique, puis d'amener un peu Ouais. le stamp, de dire hey, we're in this together, puis on peut prendre Yep. l'imputabilité de la décision. Il y a une quote encore là absolument incroyable, je pense que c'est IBM ou Apple, des années 80, il dirait il n'y a pas un management decision qui peut être pris par un computer parce que ça ne peut pas être accountable. Fait que pour moi, 40 ans ou 45 ans plus tard, on est encore au même stade à ce point-là. Si veux-tu vraiment faire, you know what, voici mes chiffres, produis-moi ma déclaration de revenus, puis il advienne que Pas pourra. tout à fait. On n'est pas rendu là. Pas, Puis je sais pas si pas on veut se rendu rendre là. là. Ouais, exact. Je Parce pense que qu'on là, veut on est garder rendu. l'aspect humain. Um, Exact. Fait que, sinon, on va bref. être des DAO, des Decentralized Autonomous Organizations complètement automatisées, puis
on va juste dealer avec le AI overlord, puis that's it. Puis il va falloir qu'on trouve une solution Universal Basic Income parce que même Jean-Gabriel, il Ouais. n'y a plus de job, là. Tourner les pouces. Exact. On joue au hockey. On joue au golf. There you go. Écoute, excellente discussion. Je trouve que c'était vraiment comme... C'est intéressant d'avoir ton take sur les startups et comment bâtir une startup parce qu'il manque souvent cet aspect-là de... Toi, tu vois le derrière les scènes, on va se le dire, de plusieurs business. Qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis en général, qu'est-ce qui va absolument tuer une business? Puis ce que je retiens, c'est les basics qui vont tuer une business. Est-ce que t'as comme pas trouvé tes clients cibles? Est-ce que tu as des enjeux de liquidité pour pas payer ton staff, pas payer ton développement? Ça tue une business. Puis just getting that stuff right makes all the difference. Puis j'ai pris bien des notes. Je vais définitivement faire un sommaire dans la description. Good. Tu sais, à la fin de la journée, des fois, c'est de pas de prioriser les bonnes choses, c'est de over-optimize d'autres trucs. Tu sais, si tu t'en vas jouer dans la neige, puis tu passes tout le temps sur avoir un Christy de beau manteau, puis un manteau isolant, et ainsi de suite, puis tu oublies de mettre des bottes, je veux dire, ça fonctionnera pas. Fait que, souvent, c'est juste de s'assurer que comme il y a le minimum qui est fait partout, puis après ça, de choisir sur quoi on va se focus. Mais oui, le but du chiffre, c'est qu'on soit quand même spécialisé dans certaines industries, qu'on ait des benchmarks, qu'on ait de l'expérience, qu'on ait aussi un effet de réseau. Tu sais, je veux dire, toi et moi, on se connaît, mais on connaît un avocat qu'on peut travailler ensemble. Puis après ça, on connaît peut-être deux startups qui peuvent travailler ensemble. Puis ça se passe, même chose. Ben d'essayer de faire ça, puis encore là, que juste l'écosystème grossit là-dessus. Il y a vraiment un positive sum game à jouer. Absolument. Puis, je veux dire, l'économie, à la fin de la journée, c'est ça. Je veux dire, c'est pas pour rien que pas mal, une grande majorité des gens sur la planète en ce moment, ou en tout cas minimalement en Amérique du Nord, vivent mieux qu'un roi il y a une couple de centaines d'années. C'est grâce à ce positive sum game-là. Puis, on a juste encore plus les ingrédients pour le pousser plus loin. Puis, il y a une manière dans tout ça d'avoir du fun, de bonder avec du monde, puis de vraiment sentir qu'on est utile, puis que nos journées valent de quoi. Puis moi, puis en plus de ça, tu peux prendre ça comme une game, puis vraiment, nerd out about it. Moi, ça remplit mes journées, puis les journées se passent comme ça, puis je ferais pas autre chose dans ma vie, là. Je peux te poser une dernière question? Ça, c'est plus pour moi. Parlant de nerd out, on s'est dit avant l'épisode qu'on est deux fans de Nassim Taleb puis Anti-Fragile. C'est quoi ton insight le plus intéressant que tu as découvert dans ce livre-là, comme le principe qui était le plus wow pour toi? J'ai commencé à voir la vie beaucoup plus en fonction concave puis convexe. Fait que, mettons, face à une décision, face à une situation, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai à gagner puis qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis quand le downside est capé puis l'upside il est pas capé, ben je suis comme, OK, je m'en vais là. Puis à l'inverse, quand j'ai peu à gagner puis énormément à perdre, je suis comme, wow, j'avance pas là-dedans. Puis, tu sais, il te met un peu comme des fonctions quand même assez basiques, mais genre du moment que tu comprends ça, c'est fou. Tu peux l'appliquer à presque toutes les décisions. Exactement. Reprendre ta blonde parce qu'elle a dit une petite affaire niaiseuse qu'elle n'est vraiment pas dans le mood. Et t'as peut-être sound smart pour un instant de reprendre ça, mais elle peut littéralement t'attendre avec une brique et un fanal. T'as rien à gagner à faire ça, tu comprends? Fait que tu l'appliques à comme plein de choses de ta vie personnelle. Ça, c'est quelque chose qui m'a... puis je pensais déjà un peu de même, mais je l'avais pas mis en mots, puis je l'avais pas conceptualisé comme ça. Ça m'a grandement changé. Je te dirais que l'approche barbell aussi, ça m'a shaké. Du style que t'es mieux de jouer très safe puis très risqué, puis ça va être mieux que genre le messy middle de prendre du risque, mais sans trop savoir c'est quoi, puis pas encore là pour avoir un upside qui est intéressant. Aussi, la notion... puis là, tu m'as demandé une chose, mais je t'en sors trois, je suis vraiment désolé. I love it. Je conclue là-dessus. I swear to God. La notion que un peu de mal te fait gagner beaucoup de bien. Dans le livre, il parle d'un roi perse ou en tout cas qui avait peur de se faire
empoisonné à l'arsenic, ou ouais, je pense que c'est l'arsenic. Bref, peu importe, un poison, qui a commencé à prendre des petites doses d'une manière Ouais. croissante, puis il s'est bâti Il a carrément bâti une tolérance. une tolérance exactement par rapport à ça. Puis encore là, l'activité physique, c'est la même chose. Tu te fais des micro-déchirures sur tes muscles, qu'est-ce qu'ils pensent que tu fais? Paf! Genre, c'est plus solide. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jeûne, my God. Avant de Le lire jeûne, Taleb, ouais. j'étais inquiet de mon prochain repas. Fait que, tu sais, je mangeais un peu Mhm. d'avance en me Mhm. disant, hey, au cas où que je ne puisse pas manger. Puis ça m'a donné envie. J'ai lu ça, puis ça m'a donné envie de faire des jeûnes 48 heures, 60 Ah ouais, heures, hein. 72 heures. Puis j'en ai fait une coupe, puis j'ai fait comme, oh my God, je n'ai pas Yeah. besoin de manger pour survivre. Et pas juste ça, je suis une meilleure version de moi-même parce Ouais. que, genre, hey, je suis laser sharp, Ah ouais, hein. parce que j'ai pas le choix d'être laser sharp, tu comprends? Ramène-toi en préhistoire. C'est-tu le Ouais. temps de s'affaisser parce que t'as pas de nourriture? Au contraire, c'est le temps de double focus parce que c'est le temps de Exactly. clocher puis t'as besoin de rapporter un mammouth ou quelque chose à la maison, tu sais. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, oh my God, j'ai des choses à essayer sur moi-même, puis genre, j'investigue, puis je le teste sur moi, puis je check qu'est-ce que ça fait, puis j'ai grandi de ça. Euh, Parlant puis ouais, de under promise, over deliver, je t'ai demandé une chose, tu m'en as sorti 4. Donc, je te sorry, remercie pour ça. Puis, sorry. je te dirais que les 4, ils résonnent beaucoup avec moi. Même moi, en ce moment, j'ai mal un peu partout parce que j'ai été au gym hier. J'ai fait quelle sorte de Nice. workout? Je fais que du cardio et du strength training, du 1 rep, 2 rep, close to my 1 rep max. Nice. Puis, je trouve que c'est un beau mix, c'est un beau barbell que je peux voir comme immédiatement. Puis je me dis comme si jamais je suis dans un scénario extrême, fight or flight, ben c'est bon d'avoir les deux. C'est bon d'avoir les Je suis deux. entièrement Puis d'accord avec toi. ouais, Tu vas ouais. courir vite si tu as besoin de t'enfuir, puis tu vas quand même me puncher d'en face, ben comme du monde si jamais on a besoin de fight. Parfait. Fait que rappelle-moi de te garder dans mes bonnes grâces si jamais on sort en ville ensemble. Écoute, avec plaisir. Je, je pense que c'est une bonne place où terminer l'épisode. J'aimerais en faire d'autres parce que je pense qu'on a laissé des choses sur la table. C'est juste une question de temps, puis il faudrait comme séparer les choses, mais euh, j'ai beaucoup appris. J'espère que les gens qui ont écouté ont beaucoup appris aussi. Puis je sais pas si tu veux dire un autre mot avant de partir. Ben, premièrement, je veux te remercier. C'est ma première expérience en podcast, fait que j'espère que je t'ai pas trop donné de troubles là-dessus. Généralement, c'est mon partner Tom qui prend les gigs promotionnels, mais comme on a parlé off-record, en ce moment, il est en congé de paternité. Ça serait quand même une bonne invitation à faire de votre part. Moi, c'est une des personnes qui me motive puis qui me stimule le plus à grandir puis à pousser plus loin. Cool. Il y a de quoi à Je, dire vais- qu'une je- bonne je- tête ses épaules. la réponse est oui, puis à la limite, on vous invite tous les deux encore. Comme c'est une question de Nice. juste avoir des bonnes conversations puis sortir des insights qui peuvent être des plus-values pour les autres. Donc, sur ce, Yes, for sure. Jean-Gabriel, merci pour ton temps, puis on se reparle bientôt. Merci. All right, passe une belle fin de soirée. Cheers.